Alors, maintenant, prochain circuit, le redresseur double alternance à thyristor. On va commencer par la version simple avec une charge résistive dans ce cas-ci. Donc, vous pouvez voir le comportement habituel de notre redresseur double alternance. Donc, pour l'instant, on ne tient pas abstraction du fait que c'est des thyristors. Donc, qu'est-ce qui va se produire lors de l'alternance positive? Donc, le courant va passer par mon thyristor ici, par la résistance, par la diode, par le thyristor, et revient à notre source. Donc, normalement, on aura tendance à vouloir passer par là. Cependant, étant donné que c'est un thyristor, encore une fois, il y a un angle d'amorçage qui sera déterminé selon le besoin. Donc, il va se produire ça jusqu'à cette condition ici. Rendu à ce point-là, mon thyristor n'a pas le choix de s'arrêter de conduire puisque la tension devient négative actuellement. Par la suite, la deuxième étape, qu'est-ce qui se produit? C'est que mon circuit devient passer dans ce sens-là, étant donné que la tension devient négative. Donc, ça alimente comme ça revient comme ça. Donc, il se produit exactement la même chose. Ce thyristor-là conduisait à 0 comme ça, conduit à 0 ici et se fait amorcer à un certain instant. Ce qui va me donner la courbe suivante et il va continuer comme ça. Et par la suite, c'est le bleu qui va reprendre le dessus et ainsi de suite. Donc, on a exactement le même comportement que vu précédemment. Ce qui va se produire, donc, de 0 à 180. Donc, ça va se comporter exactement comme notre circuit précédent. Et la formule va nous le dire aussi. La formule de E moyen qu'on va obtenir à ce moment-là, on va obtenir que E moyen est égal à E max fois 1 plus cos alpha sur 2pi, sur pi, dans ce cas-ci. Donc, dans le circuit précédent, on disait E max par 2pi. Et dans ce cas-ci, étant donné qu'on a deux alternances, ça va donner E max sur pi. 1 plus cos alpha. Et je tiens à préciser, cette formule-là est valable que pour un circuit qui est avec une charge résistive. Donc, ce que ça va nous donner, ça va nous donner donc que, en résumé, la tension peut varier de 2 E max sur pi à, est-ce que je dis des niaiseries? De 2 E max sur pi jusqu'à 0, tout simplement. Donc, selon la même logique. Ici, le maximum que ça peut valoir, c'est 2. Et 0 le minimum. Donc, soit 2 E max sur pi, soit 0. Donc, ça va nous donner une tension qui est variable de 0 à 2 E max sur pi, ce qui nous donnerait, par exemple, si on avait une source de 120 volts ici, donc un max de 170 volts, ça nous donnerait environ une tension variable de 0 jusqu'à 108 volts environ. Donc, ça commence à être assez constructif comme façon de pouvoir contrôler une charge CC. Donc, juste garder en note ici. Donc, un moyen varie entre un max à 2 un max sur pi jusqu'à 0. Et voilà. Donc, est-ce que ça fait du sens? On va s'assurer que tout ça fait du sens. De 0 à 180, ça fonctionne, ça me donne une tension qui est toujours, si je décolle à 180, mes deux thyristors ne conduisent pas, donc j'obtiens 0. Donc, même si, dans le fond, la seule affaire qu'il faut prendre en considération, c'est que l'angle d'amorçage pour mes thyristors 2 et 3 est différent de 1 et 4. En fait, l'angle va être le même. Si j'ai dit que c'était 45 degrés, sauf qu'il ne décolle pas par rapport à la même période. En réalité, lorsqu'on a un circuit comme ça, notre période ne s'étend plus de 0 à 360, mais bien de 0 à 180. Parce que de 180 à 360, c'est la période du thyristor 2 et 3 qui commence. Donc, dans ce cas-ci, on va recommencer notre compte. Donc, de 0 à 180, 0 à 180, 0 à 180.
Maintenant, les choses se corsent légèrement lorsqu'on ajoute une charge qui est inductive. Lorsqu'on a une charge inductive, on va rajouter ici. Comme on avait dit précédemment, notre charge inductive, elle, lorsqu'on arrive à un point où on est égal à 0 ici, OK, donc je vais effacer un peu là, de ce que j'avais écrit. Comme ça, comme ça. Non. On va recommencer ça. C'est pas grave. Des fois, c'est mieux de recommencer de 0. Donc, je vais refaire mon graphique. Et on va se comporter légèrement différent. Ce qui va arriver lorsqu'on a une charge inductive. Donc, ma tension d'entrée. Et ma charge inductive, ce qu'elle va me dire, excusez si ça prend du temps, lorsque je suis en bleu ici, si mon angle d'amorçage est par exemple ici, OK, toc, comme ça va conduire comme ça. Mais vu que j'ai une charge inductive, ma conduction, comme on disait, il va vouloir continuer son chemin. Tant aussi longtemps que ma prochaine conduction n'aura pas eu lieu. Ma prochaine conduction, elle va avoir lieu au point ici, comme ça, étant donné que j'ai un redresseur à double alternance, donc qui vient ça comme ça. Okay, donc ma prochaine alternance est ici. Sauf que mon inductance doit absolument décharger l'énergie qu'elle a emmagasinée. Et donc, ce que ça va nous donner, ça va nous donner que notre conduction va continuer ici de cette façon-là jusqu'au point où ça s'amorce dans l'autre sens. Donc, on va représenter ça comme ça. Et après ça, il va se produire la même chose avec notre deuxième rang. Donc, notre deuxième rang est en conduction, mais rendu ici, il veut continuer à conduire. Il va continuer à conduire jusqu'ici, où c'est mon alternance. C'est mon autre alternance qui va prendre la relève. Comme ça. OK? Donc, maintenant, ce que je veux que vous observiez, c'est que avec le comportement d'une source, en fait, d'une charge qui est inductive et qui n'arrête pas la conduction de mon thyristor, j'ai une portion dans le négatif à ce moment-ci qui est supérieure à celle dans le positif. Ce qui veut donc dire que mon E moyen, si je le traçais actuellement, alors mon E moyen serait approximativement ici. Donc, E moyen serait négatif. Et c'est réellement ce qui se produit à cet instant. Donc, avec charge inductive, est égal à 2 E max fois cos alpha sur pi. OK, donc ça sur pi. Comme ça. OK, donc ce que ça va nous dire, c'est que lorsqu'on a une charge inductive, au lieu d'avoir un moyen qui varie entre 2 E max sur pi jusqu'à 0, on va avoir que E moyen varie entre 2 E max sur pi jusqu'à moins 2 E max sur pi. Oh. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si j'alimentais une charge inductive, qui était par exemple un moteur, que ça me donnerait un moteur qui peut tourner en sens avant et en sens arrière? Pas tout à fait. Parce qu'en réalité, lorsque ma charge devient négative ici, okay, quand mon énergie devient négative, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens par rapport au fait que mon inductance ne peut pas décharger plus d'énergie, techniquement, que ce qu'elle en avait accumulé. Donc, la seule situation qui peut produire ce genre de phénomène-là, c'est quand ma charge est capable de devenir une source.
Donc, quand c'est une charge qui est, on va dire, active, par exemple, un moteur AC, un moteur CC, excusez. Si je prends un moteur à courant continu, que j'alimente ainsi, mais que je suis en période de freinage. Okay? Donc, mon moteur ne se comporte plus comme étant un moteur, il se comporte comme étant une génératrice. Et donc, c'est le moteur qui va fournir de l'énergie à la source. OK? Donc, cette condition-là, c'est la condition que, en réalité, notre redresseur, ici, à double alternance, devrait avoir un autre nom. C'est que c'est un redresseur onduleur, qu'on va dire. Bon, un onduleur, qu'est-ce que c'est? Un onduleur, ça convertit du DC en AC. Est-ce que ça fait du sens par rapport à ce qu'on vient de dire? Si mon angle n'est pas... En fait, la condition dans laquelle mon circuit ici va se comporter en onduleur plutôt qu'en redresseur, c'est si alpha dépasse 90. Dès que alpha dépasse 90, ça veut donc dire qu'il va y avoir plus d'énergie négative que d'énergie positive, donc que ma charge se comporte en source. Ça veut donc dire que ma charge qui était à courant continu devient une source à courant continu et va fournir mon réseau qui est en AC. Donc, je deviens un onduleur qu'on va dire non autonome. Okay? Donc, un onduleur non autonome, ça veut donc dire qu'il n'est pas capable de faire ses devoirs de par lui-même, il a toujours besoin de l'aide de sa maman pour faire son déjeuner. On s'entend que non autonome, dans ce cas-ci, il ne voudra pas nécessairement dire ça. La différence entre un onduleur non autonome versus un onduleur autonome, c'est le fait que l'onduleur non autonome dépend de la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire, cet onduleur-là, si je n'ai pas une source AC alternative avec une fréquence donnée, une tension donnée, qui l'alimente, il ne peut pas me générer du courant alternatif. Donc, il ne peut pas me créer... l'exemple que je vous donnerai, c'est quand vous prenez un onduleur pour votre génératrice au chalet, par exemple, la génératrice va utiliser un moteur AC qui va créer une tension AC alternative. Et dans le fond, cette tension-là, vous choisissez la tension que vous voulez obtenir en réalité dessus et à la fréquence donnée. Quand même que cette fréquence-là est de 48 Hz à la place de 60, ça ne change absolument rien. Vous allez avoir créé cette tension-là et elle n'a pas besoin du réseau pour fonctionner. Tandis que ce circuit-là, s'il n'est pas connecté au réseau, donc il ne fonctionne pas. Okay? Donc, ça va être utilisé, cette stratégie-là, lorsqu'on veut freiner un moteur CC et récupérer l'énergie de freinage pour réinjecter sur le réseau. Okay? Donc, lorsqu'on a des grosses presses, des très gros moteurs CC dans des usines, ça va être le genre de redresseur qu'on va vouloir utiliser parce qu'il se comporte en onduleur et en redresseur. Donc, maintenant, notre règle, c'est de 0 à 90 degrés, c'est un redresseur. De 90 à 180, c'est un onduleur. Bon. Maintenant, ça, c'est ce qui a trait vraiment au circuit de redresseur onduleur double alternance à thyristor. Bon, quand on va les seules raisons pour lesquelles on va vouloir utiliser en général ce type de redresseur, okay, ça va vraiment être, comme je vous disais, si on a un moteur CC, par exemple, qui est et qu'on va vraiment vouloir récupérer l'énergie qu'il va nous fournir lorsqu'il se comporte comme une source. Okay? L'ensemble des moteurs en général ont la possibilité de devenir un générateur. Ça dépend, il faut juste savoir en bénéficier. Donc, ça va être le moment qu'on va vouloir utiliser ce circuit-là. Si, par exemple, vous alimentiez un moteur AC, mais que vous ne vouliez pas, un moteur CC, excusez, et que vous ne vouliez pas avoir ce comportement-là, on ne voudrait pas que la conduction dans le négatif se produise parce qu'on ne veut pas l'utiliser comme onduleur, on veut uniquement l'utiliser comme redresseur. Donc, on peut encore éliminer ce phénomène-là avec un super outil qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant. Ce super outil va être le suivant. Je me rajoute ici un appareil sophistiqué
qu'on appelle une diode de roue libre, ici, dans ce sens-là, et qui permet de décharger ce qu'il y a dans l'inductance à chaque fois. Et donc, à partir du moment où j'ajoute une diode de roue libre, même si j'ai une charge inductive, mon comportement de mon circuit va redevenir celui du circuit lorsqu'on avait une charge résistive. Donc, un petit peu plus complexe celui-là. Et dans le fond, on va vouloir retenir un peu le résultat qu'on a obtenu ici avec une charge inductive parce que c'est un petit peu ce qu'on va appliquer sur les autres redresseurs qu'on va voir par la suite. Dans le cas du triphasé, on va toujours assumer qu'on a pratiquement une charge inductive parce que 99,9% des cas, lorsqu'on veut redresser la tension en CC, c'est pour alimenter le moteur CC. Et donc, on va vouloir garder les propriétés de notre circuit en mode redresseur onduleur. Okay? Donc, pour la suite des opérations, je vais prendre des exemples avec des charges qui sont inductives.